Et en compagnie de Nicolas Jeanneté, directeur des Centristes, conseiller de Paris, Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia, et Baptiste Ménard, adjoint au maire de Mont-Saint-Barreuil, membre du bureau national du Parti socialiste. Avec vous quatre, on va ouvrir le débat. Mais je vous le disais, on essayait de joindre et on a enfin, et on en est très heureux, au bout du fil, depuis Kiev, au nord de la capitale ukrainienne, la photoreporter française Véronique de Vigry. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On sait combien ça doit être compliqué. Aujourd'hui, on a entendu, nous, dans les informations ici à Paris, en France, de ce qui s'était passé cette nuit sur Kiev. Vous avez dû vous déplacer. Racontez-nous où vous êtes exactement, Véronique. Ah ben là, je suis donc avec la journaliste Margot Ben. Je ne sais pas si vous entendez, mais très bien. Ça sort dans notre voiture et on est devant l'hôpital en fait. On va rentrer dans l'hôpital là, voir s'il y a eu des victimes du front aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous cette nuit, Véronique de Vigry. Eh ben cette nuit en fait il y a eu des missiles qui sont tombés sur des maisons, mais qui se sont beaucoup rapprochées. Enfin, moi, je suis arrivée à Kiev hier, donc je ne sais pas trop. Pardon ? Un complexe militaire. Sur un complexe militaire. Il y a eu des victimes. Ouais. C'est votre collègue. Oui, exactement. A priori, il n'y a pas eu de victimes, mais ce qui est un peu surprenant, c'est que ça se rapproche beaucoup du centre de Kiev, alors qu'avant, c'était un peu dans la banlieue. Là, c'était dans le centre de Kiev. Donc, il se dit que les Russes peut-être ne pourront pas assiéger Kiev et du coup vont bombarder la ville. Alors, on souhaitait vous avoir, Véronique de Vigry, parce qu'on est tous admiratifs, mais en tous les cas, on est tous surpris de l'intensité avec laquelle aujourd'hui la destruction des villes, etc., s'effectue de la part des forces russes. Votre travail, vous, sur le terrain en tant que photoreporter, vous êtes une journaliste aguerrie, une photoreporter aguerrie. Comment vous qualifiez ce que vous voyez au quotidien depuis que vous êtes arrivée en Ukraine ? Comme je vous le disais, en fait, je suis arrivée hier. Avant, j'étais à Odessa et j'étais à Mykolaiv. Pour moi, c'est très surprenant parce que c'est la première guerre, en fait, où c'est des bombardements aériens à l'aveugle, comme ça, où on sait. Enfin, voilà, à Mykolaiv, c'était un supermarché avec des gens. Il y a eu 9 morts qui étaient juste en train de faire leurs courses. En fait, ça peut tomber à n'importe où, à n'importe quel moment. Je ne sais pas si vous entendez là, mais ça it's outgoing or ingoing. Attendez, en fait, comme ça, bombarde pas trop. Il faut un peu. Je vais essayer de me mettre un peu à l'abri. Prenez pas de risque si vous raccrochez parce que vous êtes obligé. Il n'y a aucun souci, hein, Véronique. On va pas. Vous soyez pas inquiète pour ça. Mais on sent très bien que la tension est à son comble pour vous et vos collègues. Oui, tout à fait. Ouais, c'est très compliqué parce que c'est invisible et on ne sait pas. Où ça peut tomber, on sait que ça peut tomber potentiellement n'importe où, à n'importe quel moment. Et ça, c'est super stressant, quoi. Donc, on entend les bombardements derrière. Ouais. Oui, ça se rapproche un peu, on dirait. Bon, si vous comme tout à l'heure, on était sur le front et qu'ils ont beaucoup envoyé. Après, ils nous ont dit que souvent, il y avait la réponse qui arrivait. Donc voilà, je pense que c'est ça. C'est ça, aujourd'hui. Quelle mission vous donnez? C'est d'être au plus près des événements. Jusqu'à quel point? C'est la question que souvent on se pose, Véronique. Non, pas forcément aller au plus près, mais bon, là, il faut... nous, avec donc Margot, la journaliste, on va essayer de raconter ce que c'est, notamment pour les femmes qui sont sur le front, mais aussi les civils. Qu'est-ce que c'est que vivre sous les bombes? On va essayer de trouver, plutôt se rapprocher de l'humain en tout cas. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui vivent là, les civils, ou les militaires, ou les volontaires, de cette guerre au quotidien. Alexandre Malafaye qui est avec moi en studio veut vous poser une question, Véronique. Oui, bonjour et bravo pour ce que vous faites. Une question très simple. Quel regard vous portez sur le rapport de force entre les Ukrainiens et les Russes? Est-ce que c'est un rapport de force très déséquilibré? Est-ce que vous trouvez que la résistance ukrainienne parvient quand même, quoi qu'il en coûte, si je puis dire, à tenir ses positions?
On dirait que, en tout cas, elle n'était une résistance qui est au-delà de ce que pensaient les Russes, bien plus forte, bien plus... En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression que les Ukrainiens ont encore le moral et beaucoup d'espoir de dérouter complètement les Russes. Après, on va... Pardon, je regarde juste... Ça bombarde. Oui, ça tombe à côté. Voilà. Écoutez, si vous le souhaitez, Véronique, on va s'arrêter là. On va vous libérer surtout parce qu'on sent que votre attention et votre sécurité sont évidemment concentrées sur ce qui est en train de se passer autour de vous. Oui, Voilà. Je vous remercie pour cette séquence très courte, mais on vous souhaite plein de courage à vous et votre collègue et nos confrères Véronique de Vigry qui était avec nous depuis Kiev. Voilà, c'est en direct. On entend les bombardements depuis le nord de la capitale ukrainienne. Bon courage et on espère surtout à très bientôt. Prenez soin de vous, comme on dit dans ces cas-là, mais on est bien impuissant vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup, Véronique. Merci, au revoir. Au revoir. Prenez soin de vous parce qu'il y a quand même un journaliste qui a été tué hier, un journaliste américain, c'est le premier journaliste qui a été tué. Et c'est terrible pour ceux qui connaissent un peu Kiev, moi j'y étais plusieurs fois. Imaginez que cette ville est sous les bombes et bravo d'ailleurs au peuple ukrainien qui résiste de façon incroyable, qui s'est organisé de façon incroyable. Moi je trouve ça, je suis plein d'admiration pour ce peuple-là qui face à cet envahisseur arrive encore à garder le moral, à combattre, à s'organiser. On les voit dans les images, vraiment bravo. Et des images que l'on doit notamment à ces journalistes sur le terrain et qui témoignent de ce qui est en train de se passer. Vous l'avez entendu en direct, les bombardements sur Kiev. Alors on ne sait pas de quel camp ça venait, mais en tous les cas, ça se passe en ce moment même. On va s'arrêter, on va faire l'info de 11h et on se retrouve tous les quatre, si vous le voulez, avec vous également. Vous pouvez témoigner également au 0826 300 300. Également sur les réseaux sociaux. On va ouvrir le débat dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Et avec Nicolas Jeanne, directeur des centristes conseillers de Paris, Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, Baptiste Ménard, maire adjoint de Mont-Saint-Barreux, membre du bureau national du Parti socialiste. Alors dans un instant, on va évoquer le dégel du point d'indice qui a été annoncé à la surprise générale hier soir. Est-ce une grosse ficelle électorale, une de plus? TF1 hier soir avec cette émission La France face à la guerre, c'était comme ça le titre. Fallait-il véritablement penser à inviter tous les candidats? Est-ce que ça vous a choqué la présence que de 8 candidats sur 12? Et puis troisième thème que l'on va évoquer, bien dans notre sondage, notre rolling quotidien, bien Jean-Luc Mélenchon passe cette fois devant Valérie Pécresse. Est-ce la remontada définitive pour Jean-Luc Mélenchon et le début des ennuis, je dirais, pour la candidate Valérie Pécresse? On va en parler avec vous, vous donnez votre avis également sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, on a un petit peu chamboulé l'émission, mais on va commencer par les coups de gueule et les coups de cœur de l'actualité. On va commencer, Nicolas, par un coup de gueule. Oui, alors un coup de gueule, c'est contre Anne Hidalgo. Alors là, j'attaque pas Anne Hidalgo, candidate à la présidence de la République, mais contre Anne Hidalgo, maire de Paris. Excusez-moi, mais demain sort Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano, qui est apparemment un film formidable. Des amis étaient hier à l'avant-première et apparaît d'ailleurs au générique de ce film Anne Hidalgo, quelques minutes où elle s'aperçoit dans son bureau de l'hôtel de ville les grandes flammes qui embrasent bien évidemment Notre-Dame. Et Anne Hidalgo avait d'ailleurs annoncé ce jour-là une aide de 50 millions d'euros pour reconstruire Notre-Dame. Les 50 millions, moi qui suis conseiller de Paris, on ne les a jamais vus et je pense qu'on ne les verra jamais. Et on ne les verra jamais. Et en plus, elle a décidé de taxer le chantier de Notre-Dame de Paris à hauteur de 25 millions d'euros. Alors, il faut savoir quand même que ce chantier est reconstruit uniquement par des dons privés, des petits donateurs, des petites communes. Je crois que la plus petite commune vient de l'Aube, elle a 104 habitants qui ont donné 40 euros. Et qu'aujourd'hui, ces donateurs privés se disent qu'une partie de leur don, qui est entièrement consacrée en principe à la reconstruction de Notre-Dame, va partir dans des taxes de la ville de Paris, des taxes qui sont là aussi pour essayer de réguler la dette. Je suis désolé, 7 milliards de dettes à la ville de Paris, et donc qu'une partie des communes, beaucoup de communes ont donné, et beaucoup
beaucoup de communes vont savoir que bientôt, leur don va servir à renflouer les caisses de la ville de Paris. Donc je dis à Anne Hidalgo et à toute son équipe, stop, arrêtez. D'autres villes, Nantes par exemple, avait fait une exception. Nantes, il y avait eu la cathédrale avait brûlé, il y avait aussi une reconstruction de la cathédrale, et la ville de Nantes avait offert, bien évidemment, les droits de chantier de la ville de Paris. Voilà, donc c'est un appel à Hidalgo, un peu de raison et de revenir quand même à des justes valeurs. Oui, ça devait être une priorité pour tout le monde. Enfin, à commencer par la mairie de Paris. J'allais dire, vu le déficit, on n'est plus à 25. Non mais souvenez-vous aussi que la mairie de Paris a offert 34 millions aux terrasses éphémères en leur donnant la gratuité pendant le Covid. Donc quand même, un peu de décence, Madame Hidalgo. Voilà. Bon, je crois que... on est tous d'accord. Je crois que la candidate peine du fait de l'image de la maire aussi. Voilà. Oui, puis on n'est plus surpris de rien avec Anne Hidalgo en tant que maire de Paris. C'est absolument, elle les enchaîne, elle tient compte de personne. C'est d'une violence rare par rapport aux Parisiens. Je trouve que elle ne mérite pas cette fonction. Ils l'ont brillamment réélu quand même, je me permets de le dire. Dans un contexte particulier. En 2020. Non, mais on peut pas. Un contexte extrêmement particulier. Oui, mais à chaque fois, on me sort ce contexte particulier. Il était donc valable pour tous. Voilà. Donc je me permets juste de rappeler qu'elle a été brillamment réélue. Avec 17% des Parisiens. Alors que peu pensaient qu'elle serait en situation d'être réélue. Soyons très honnêtes grâce à un accord avec les Verts et les communistes. Vous savez qu'en nombre de voix, Rachida Dati a fait plus de voix d'Anne Hidalgo au premier tour. On ne va pas dire qu'elle a été brillamment réélue. On a quand même un mode de scrutin. Non, 17% on a un mode de scrutin à Paris qui rendait sa non-réélection quasiment impossible, en fait. Voilà. Ce découpage par secteur rendait sa réélection quasiment impossible. En plus, on était effectivement dans un contexte très particulier avec le Covid, qui a profité aux sortants à peu près partout. Donc, il lui a profité en tant que sortante, comme ça a été le cas dans la plupart des grandes villes de France. Voilà, bon, ça faut aussi le dire. Et ensuite, avec un taux d'abstention énorme. Voilà. Donc remettons les choses quand même d'équerre. Une question d'une maire mal élue, ça me rappelle un autre débat que l'on a en ce moment, une petite musique de fond, mais on va continuer parce que le chrono tourne et puis on va sortir de Paris. Oui, mais puisqu'on est au cœur... ça intéresse plus que les Parisiens. Mais non, mais oui, là, en l'occurrence, Notre-Dame, on avait dévié sur l'élection d'Anne Hidalgo. Puisqu'on en est au coup de gueule. Baptiste, vous vouliez... On va rester sur les coups de gueule ce matin. Alors, moi j'avais un coup de gueule sur le cynisme... c'est le cynisme d'Emmanuel Macron qui appelle à un grand débat permanent après sa réélection éventuelle, putative, en 2022. Non, tout ça n'est pas sérieux, alors même que nous savons qu'Emmanuel Macron refuse le débat dans le cadre de cette élection présidentielle, comme on l'a vu hier soir. Voilà, on peut débattre et c'est d'ailleurs un service qu'il ne se rend pas et qu'il ne nous rend pas parce que quel que soit le président ou la présidente élue en 2022, il aura besoin de cette légitimité, d'un débat démocratique de qualité qui permette à chaque électeur de faire un choix éclairé et qui permette que son programme puisse être appliqué. Sans quoi, je le crains très sincèrement, que nous allions au-devant de gros problèmes si nous vivons une forme de réélection tacite d'Emmanuel Macron sans qu'il y ait pu avoir de débat. Eh bien, nous aurons des blocages dans la rue et des contestations partout parce que des Français auront eu le sentiment qu'on n'a pas évoqué les sujets qui comptent véritablement pour eux, le logement, le pouvoir d'achat, l'école et j'en passe. C'est tout le problème des élections qui se passent dans des conditions exceptionnelle comme celle-là. Je reviens à l'élection de la maire de Paris, c'est la même chose. Mais non, mais c'est le même problème, c'est qu'on est élu de manière particulière et en fait sur une base de légitimité qui n'a pas été issue de véritables confrontations de projet contre projet et où les gens votent parce qu'à un moment donné, ils se laissent porter par, soit par une crise, soit parce qu'ils ne votent pas. Et c'est ça qui est très dangereux, c'est que ces victoires à la Pyrrhus, en général, elles créent des dirigeants qui ne sont pas légitimes. Et on va mettre surtout toute la poussière. Toute la poussière sur le tapis. Le mot pas légitime, je trouve ça Alors moi, je défends cette idée parce que la légitimité, en fait, il ne faut pas la mélanger avec la légalité. Ils ont la légalité pour eux, mais la légitimité sur la capacité à faire dans la durée, à s'appuyer sur la confiance, à solliciter ce qu'on appelle le consentement des gens, y compris de prendre la part qui ne vous convient pas du fonctionnement de la démocratie. Tout ça, ça suppose une relation qui va au-delà de simplement j'ai un peu plus de voix que l'autre. Et ça, aujourd'hui, vous avez cette légitimité pendant 6 mois et après vous galérez pendant 5 ans. Oui, mais par exemple, quand Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen fait 80% des voix, on pourrait penser que ce score 82% stratosphérique pourrait aussi
aussi constituer une illégitimité inversée. Mais on est d'accord, la véritable problématique, d'ailleurs Jacques Chirac a fait assez peu de choses dans les 5 ans qui ont suivi, parce qu'il ne voulait pas bousculer les Français. Moi je reste persuadé que la crise que nous traversons de confiance est aussi une crise de légitimité réelle, parce que les majorités d'abord sont relatives. Quand vous élisez un président de la République au deuxième tour, il a un tiers des Français pour lui, un tiers contre et un tiers quasiment qui vote pas. Et donc effectivement, c'est pas 51% des Français. Et c'est aussi ce que je reproche à Madame Hidalgo. Elle avait 17% des élus, des votants au deuxième tour. Oui, mais 17%, ça fait pas. Je peux gouverner de manière autocratique. Il faut discuter. Elle ne discute pas. Et Emmanuel Macron est dans la même logique. Il fait semblant de faire de débat, mais après c'est moi qui décide. Là où pour Emmanuel Macron c'est plus problématique, c'est qu'il se veut le chantre de la démocratie participative, etc. Or, du grand débat, il n'en est rien resté en 2019. Les archives regorgent des doléances que les Français avaient bien voulu écrire et commettre. Et là, il nous dit il n'y aura pas de débat, etc. Mais après la réélection, il y en aura. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une forme on va dire de petite victoire de tous les autres candidats qui ont réussi à installer le fait qu'il n'y ait pas de débat de premier tour, alors que Emmanuel Macron voulait justement éviter de parler de tout ça, et du coup ça l'oblige par exemple jeudi à une grande conférence de presse, lui qui ne voulait surtout pas... c'est pas une conférence de presse, n'est pas un débat. Hier d'ailleurs, c'était pas un débat. C'était une succession de candidats qui venaient présenter leur programme. C'est des monologues. Il n'y a pas de débat. Une conférence de presse, c'est pas un débat. On ne débat pas avec des journalistes, on répond à leurs questions. Moi j'entends dire un peu partout, finalement, il ne débat pas avec les autres, mais il va débattre avec des journalistes. Non, j'ai été journaliste politique 20 ans, les hommes politiques débattaient pas avec moi. Je leur posais des questions, ils me répondaient. Bon, vous le savez comme moi, on n'est pas dans une logique de débat. Moi, je suis quand même un peu étonnée de ce procès qui lui est fait. Je ne suis pas là pour défendre Emmanuel Macron, mais je suis très étonnée de ce procès qui lui est fait. Il n'y a jamais eu de débat avant le premier tour entre l'ancien président de la République et les autres candidats. Il y a un débat entre les deux tours, entre deux qualifiés pour le second tour. Là encore une fois, comme on le disait il y a quelques jours à ce même micro, il n'a aucune raison de débattre avec 11 personnes qui vont le mitrailler dans tous les sens. Son intérêt n'est pas de déroger à cette règle qui existe depuis les débuts de la Ve République, qui fait que le débat a lieu entre les deux tours, entre les deux qualifiés, et voilà, basta. Mais vous savez bien qu'aujourd'hui, vous savez bien qu'effectivement, non seulement les temps changent, mais surtout le contexte politique fait que si nous n'avons pas des débats qui permettent la confrontation d'idées, qui permettent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que les citoyens se sentent concernés et puissent se dire c'est vers tel ou tel candidat que j'ai envie de voter. D'abord, on aura une abstention record, et encore une fois, il y aura une crise de légitimité, effectivement, à faire les réformes et à s'engager sur un programme. Moi, je rejoins tout à fait ce que dit Baptiste aujourd'hui. En plus, la guerre en Ukraine fait qu'aujourd'hui, on regarde les images et on se dit c'est encore mieux chez nous. Au moins, on est tranquille, au moins, etc. Donc, il y a un sentiment de sécurité, et donc, on n'a pas envie, effectivement, de débattre. Mais c'est extrêmement dangereux. On est en train de mettre les maux de la société sous le tapis. Quand la guerre va être finie, le tapis va être déplacé. Et là, mais ça va être mais les gilets jaunes, ça va être une vraie explosion sociale. Moi, je suis extrêmement inquiet, car ce manque de dialogue, ce manque de débat pour cet événement majeur qui est la présidentielle sous la Ve République, fait qu'aujourd'hui, demain, quand la guerre sera finie, tous les problèmes vont revenir à la tête des Français. Et là, ça va être l'explosion. Allez, il nous reste une minute avant de passer à notre premier sujet. On termine par les coups de cœur, Geneviève. Oui, moi je voulais faire un coup de cœur pour Luc Laventure. Oui. Les obsèques auront lieu demain. C'est un immense journaliste. C'est quelqu'un qui a incarné l'outre-mer en métropole depuis des décennies. Il a été le fondateur de François, après avoir dirigé la rédaction de RFO, où j'ai eu l'honneur de travailler avec lui. Et puis c'est vraiment quelqu'un qu'on imaginait finalement vivre éternellement, en tout cas mourir au travail. Ces dernières années, il avait créé le site Outre-mer 360, et jusqu'au bout, il aura en fait valorisé cette image des Outre-mer en métropole. Il avait créé, quand il était à RFO, une fenêtre sur France 3 tous les dimanches, un journal de l'outre-mer de 30 minutes. C'est même trop peu. Oui, c'est clairement trop peu, mais bon, c'était une fenêtre qui lui avait été donnée. Voilà, c'était une immense personnalité, un immense journaliste et un monsieur au cœur d'or. Autre hommage que vous faites aussi dans votre coup de cœur, et qui va nous ramener à ce que... On est en Ukraine, et on a reçu un coup de cœur, un vrai coup de cœur pour la journaliste russe Marina Ovsianikova,
qui a 44 ans, qui est à la fois russe et ukrainienne par ses parents respectifs. Elle a fait hier soir un coup de courage extraordinaire, alors qu'on était en plein sur le journal télévisé du TF1 russe. Elle s'est invitée sur le plateau, elle a défilé pendant 9 secondes avec un panneau, très courageusement, pour dire arrêtez la guerre, ne croyez pas à la propagande, ils vous mentent. Bien sûr, elle a été arrêtée. On sait ce qu'elle risque aujourd'hui, c'est à minima 15 ans de prison, et on sait aussi que les Russes ne sont pas tendres dans leur prison. Moi, je suis très admiratif par cette démonstration de courage, cet engagement, cette façon de vouloir témoigner de la vérité, en tout cas de sa vérité, et du fait qu'il n'y a pas d'autre alternative que de penser ce que vous dit effectivement la chaîne officielle. Elle a préparé son coup, elle n'a pas fait ça spontanément. Elle a publié sur Twitter une vidéo de 55 secondes dans laquelle elle explique son geste, et elle dit entre autres qu'elle a honte finalement d'avoir participé pendant toutes ces années à la zombification du peuple russe en faisant ce métier et de diffusion d'une information sans aucune autre contrepartie que celle qui est effectivement celle du pouvoir. Donc je suis très admiratif, et je veux dire, ça c'est vraiment du journalisme, et bravo, j'espère qu'ils lui feront pas de mal. Voilà ce qu'on appelle une vraie... Ne pas lui faire le mal, ça à mon avis c'est mal barré. Il faut savoir aujourd'hui que tous les ONG qui défendent les droits humains, les minorités sexuelles, les journalistes sont aujourd'hui considérés comme des agents de l'étranger. Enfin, pensons aujourd'hui que 15 000 manifestants ont été arrêtés parce qu'ils manifestaient contre les 3 mots d'ailleurs qui sont aujourd'hui interdits, c'est le mot guerre, le mot invasion et le mot attaque. On n'a pas le droit en Russie d'utiliser ces 3 mots sous peine d'être arrêté et d'être en prison. Excusez-moi, là on a vraiment le Poutine dictateur dans ce... Bon. Ça sera le visage de la guerre, de cette guerre-là, en tous les cas. Marina Osianikov, cette journaliste qui était hier soir donc sur la télévision. Cette vidéo a fait le tour du monde, et ça sera l'image aussi de ce conflit. Allez, on s'arrête un court instant, on est en retard, mais on va s'intéresser au dégel du point d'indice des 5 millions de fonctionnaires français. Le dégel a été annoncé dès hier soir à 27 jours exactement du premier tour de la présidentielle. Est-ce que la ficelle est un peu grosse, vous trouvez? Allez, on va y revenir dans un instant, et vous réagissez également sur les réseaux sociaux. 0826 300 300, tout de suite. Et en compagnie de Baptiste Ménard, maire adjoint de Mont-Saint-Barreuil, membre du bureau national du Parti Socialiste, Alexandre Malafaye, président think tank Sinopia, Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, et Nicolas Genté, directeur des centristes, conseiller de Paris. Ils sont très en forme ce matin parce qu'on va parler du point d'indice des fonctionnaires. Donc hier soir, à la surprise générale, le gouvernement, par la voix d'Amélie de Montchalin, a annoncé que ce point d'indice, qui était gelé depuis février 2017, allait être dégelé avant l'été. Cela dit, cette saison, pour près de 5 700 000 agents de la fonction publique. La décision a été prise aujourd'hui pour permettre un rattrapage, surtout par rapport à l'inflation, explique le gouvernement. Je voudrais juste vous faire écouter ce que disait la même ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, sur notre antenne au sujet de ce point d'indice. C'était il y a seulement quelques semaines. Écoutez-la. Le point d'indice, c'est un débat binaire. Ouais. Soit on augmente tout le monde, 5 millions d'agents, du même pourcentage, soit on augmente personne. Et on voit bien que tout ce qu'on a fait depuis 5 ans, c'était sortir ce débat binaire. Il fallait sortir de ce débat binaire, donc visiblement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée, visiblement, mais aujourd'hui, ce point d'indice. Alors, notre question, mesure électoraliste, ficelle vraiment trop grosse, est-ce que ça va suffire à calmer aussi la fronde en interne des fonctionnaires qui, depuis 5 ans, disent et répètent, on a un problème de pouvoir d'achat, que ce soit les enseignants, que ce soit les... ficelle, et en tout cas, est-ce que quelqu'un va défendre Amélie de Montchalin? Il y a un autre extrait que vous n'avez pas diffusé, dans lequel elle dit ça serait une mesure électoraliste si on le faisait. Donc si vous aviez diffusé cet extrait-là, ça aurait été beaucoup plus drôle, en fait. En réalité, c'est une énorme ficelle, Mais en même temps... Est-ce que ça marche? Parce que globalement, je me pose la question. Hier, on avait le même débat sur un autre sujet avec des annonces qui sont faites comme ça sur, par exemple, l'essence. Mais j'ai envie de dire, quand on remonte les élections, à chaque arrivée d'échéance électorale, il y a des cadeaux comme ça qui sont distribués. On sort le chéquier. Oui, d'ailleurs, c'est pas le premier à le faire. François Hollande avait fait la même chose en 2017. Il avait élevé ce point d'indice 2 fois, à 2 reprises, de 0,6%. Ce gel du point d'indice qui est gelé, entre guillemets, depuis 2010. Non, c'est une grosse tactique
tactique, c'est du marketing politique. Faut pas oublier que ça touche notamment des professions qui sont très sensibles en ce moment. C'est-à-dire les aides-soignants, les infirmiers, les professeurs, le personnel de surveillance des hôpitaux. Donc, c'est des professions qui sont en burn-out, qui sont très courtisées en ce moment par les candidats, et qui sont des cibles, électorales. Il faut le dire comme ça. Et ça revient d'ailleurs à la éternelle question sur le bilan de Macron. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait depuis 5 ans? Pourquoi ça arrive toujours à la fin de l'élection? Mais est-ce que ça marche au même titre que votre candidate Valérie Pécresse? Elle dit qu'il va falloir moins de fonctionnaires, par exemple. Elle, c'est plutôt sur cet angle-là qu'elle attaque. Est-ce qu'elle a un discours vous allez me dire qu'elle a un discours de vérité finalement? Oui, mais là c'est pas un discours de vérité. Non, je pense que ça marche pas. Je pense que les aides-soignants qui sont en grève, qui luttent pour leur pouvoir d'achat depuis des mois pendant la crise Covid, d'un seul coup voir apparaître cette hausse du point d'indice, ça me paraît... D'ailleurs, on ne sait pas le montant. Non, pas encore, les discussions vont démarrer. Les discussions vont commencer. Il y aura aussi une revalorisation de l'indemnité kilométrique perçue par les agents qui utilisent leur véhicule personnel. Voilà toute la série d'annonces qui est faite. On va distribuer la parole. Allez-y. Écoutez, le cynisme de ce gouvernement est vraiment sans limite. On a vu Amélie de Montchalin, qui est la nouvelle Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est la remise des prix avant la course. Donc c'est quand même assez incroyable. Non mais de qui se moque-t-on? C'est-à-dire que pendant 5 ans, on nous dit que c'est inefficace, on nous dit que c'est coûteux, on nous dit que c'est pas sérieux, on méprise les fonctionnaires qui n'en peuvent plus de leur souffrance et qui pourtant assurent un service public de qualité et dont on est fier, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'Ukraine, des pays étrangers, mais est-ce qu'on mesure aussi la chance qu'on a dans notre pays? Et là, on a une annonce, et un jour une annonce. Voilà, ça va être ça, cette campagne, cette vraie fausse campagne. Donc c'est vraiment insultant à l'égard des fonctionnaires. Moi, je soutiens, et le Parti socialiste soutiendra le mouvement de grève du 17 mars. Votre candidate a promis de doubler au début de la campagne le salaire des enseignants. Donc on voit bien qu'il y a des notions de faire des cadeaux. Non mais attendez, nous on a toujours été aux côtés du monde de l'éducation nationale. Ce gouvernement a été contre l'augmentation du point d'indice et à 1 mois des élections, il se déclare favorable. Quand la ministre, vous avez passé l'extrait, vous en avez rappelé d'autres, ils se sont opposés à cela depuis le début. Donc le problème, c'est que ça pose aussi la question de la crédibilité de la parole politique. Ça fait terriblement de mal à notre démocratie. Alors, visiblement, personne n'est dupe sur la ficelle. Pourquoi alors le faire, Alexandre? Vous savez, on aurait dû rebaptiser le parti d'Emmanuel Macron. C'est pas La République En Marche. Depuis 1 an, c'est La République En Campagne. Il s'est beaucoup servi de tout ce qui nous est arrivé pour ouvrir grand le chéquier de la nation, et le quoi qu'il en coûte a permis si je puis dire, d'aller vers des populations, y compris au sein de la fonction publique, qui avaient été négligées ou oubliées depuis très longtemps. Vous savez, ça fait 20 ans qu'on a négligé la fonction publique dans ce pays. Ça fait 20 ans qu'on l'a oublié, on l'a négligé, mais pas simplement sur la question salariale, sur toute son organisation. Quand on parle de réforme de l'État, c'est pas pour faire moins de fonctionnaires, c'est pour comment on transforme, on améliore, on rend efficace, on rapproche, on recrée de la confiance, du lien. Enfin, il manque énormément de choses à cette fonction publique, et pas qu'une question de moyens. Mais bien sûr, on les a négligés de ce point de vue-là, en ce qui concerne leur rémunération, leur revalorisation, le respect qu'on leur devait. Et on s'est rendu compte en fin de quinquennat, après avoir traversé la crise sanitaire, alors que les magistrats également sont quasiment pas en grève, mais enfin ils sont à un niveau où ils pétitionnent tous, ils sortent de leur devoir de réserve, pour dire que ça ne va plus, que les policiers ont des difficultés, que tout le monde a des difficultés. On se rend compte que là, il y a un vrai sujet, et donc on éteint l'incendie à coups de milliards. Très bien, mais c'est effectivement une très très grosse ficelle, et ça ne règle pas les problèmes de fond. C'est-à-dire que c'est une fois de plus une espèce de fuite en avant, où on met un peu d'argent ou un peu d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie, mais le feu est profond. C'est-à-dire que tant qu'on ne s'attaquera pas à la façon dont on veut refaire la puissance publique en France, on continuera à saupoudrer, mais jusqu'à quand ça peut durer? Parce que là, pardon, les promesses de campagne aujourd'hui, simplement du candidat Macron, et la façon dont on va devoir assumer les conséquences de cas, je pense que beaucoup de gens qui vont voter pour lui vont se rendre compte qu'ils auront une gueule de bois. Je voulais faire réagir Geneviève, mais on est obligé de faire une coupure, une pause, et on va continuer un peu indirectement sur ce même sujet-là, puisqu'on va revenir dans un instant sur cette France face à la guerre, l'émission de TF1 hier soir, avec ces questions qui se posent aujourd'hui. Est-ce que vraiment il faut une émission où tous les candidats s'affrontent, avec cette petite musique sur la légitimité finalement du prochain président élu sans campagne? C'est le président du Sénat qui dit ça ce matin, président LR évidemment, mais on y revient également avec vous si vous le souhaitez. 0826
300, à tout de suite. Et avec vous également sur les réseaux sociaux, et on est déjà dans le débat de TF1 hier soir avec Nicolas Jeanneté, directeur des centristes, conseiller de Paris, Baptiste Ménard, maire adjoint de Mont-Saint-Barreux, membre du bureau national du Parti socialiste, Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Donc on en vient à cette émission hier soir sur TF1. Alors on le disait, gros carton d'audience pour TF1, comme quoi ça fonctionne quand même ces émissions avec les candidats à la présidentielle, parce que ça fait 2 fois de suite que TF1 et LCI cartonnent avec ces émissions. Ça devrait donner des idées aux candidats, mais il n'y était que 8 présents à défiler hier soir. Vous l'avez trouvé comment cette émission? Bien, intéressante, ennuyeuse? Déjà le titre, La France face à la guerre. Bon, visiblement, ça n'a pas fait fuir les gens, Geneviève. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Nicolas. D'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus, sur le fait qu'on était très serein, qu'on n'était pas inquiet. Non, moi, je pense que le peuple français est très, très inquiet de cette guerre, contrairement à ce que vous avez semblé dire tout à l'heure. Non, je voulais pas dire ça. Je voulais dire que, comme on regarde des images, bien évidemment, d'Ukraine en flammes, en feu, sous les bombes, forcément, on relativise et on se dit, finalement, en France, on n'est pas si mal que ça. On n'est pas si mal que ça, mais on a peur que la guerre nous atteigne quand même. Donc je pense qu'il y a une profonde inquiétude au sein de l'opinion publique française sur la guerre. Mais enfin bref, bon ça c'était moi j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise émission. Moi j'ai bien aimé. Alors je suis peut-être bon public, mais c'est rare. Moi j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise émission. C'était utile pour faire la différence entre les 8. Le titre correspondait pas à ce qui s'est dit, parce qu'en fait c'était pas face à la guerre. Ça a permis d'abord de parler d'autre chose, de montrer de la stature. Je dirais. Déjà la stature. Effectivement, le président de la République avait un avantage. C'est pas le candidat qui s'est exprimé, c'est souvent le président. Même les questions qui lui ont été posées sur la guerre, les journalistes s'adressaient à lui en tant que président de la République. Qu'est-ce que vous allez dire à Vladimir Poutine? Comment vous allez le traiter? Comment on peut en sortir? C'est le président qui parlait hier. Donc de fait, sa posture lui donnait un avantage considérable par rapport aux autres. Et ça, on n'y peut rien. Après, ça a permis de faire passer, de montrer qui était présidentiable ou qui ne l'était pas, qui avait vraiment la posture, la faculté d'être demain président de la République, et puis d'élaborer aussi des contre-projets quand même. On a vu des projets de société vraiment différents, avec Jean-Luc Mélenchon, qui a été très bon hier. Avec un des gagnants, je pense, pour moi. Qui est vraiment l'un des gagnants, je pense, de cette soirée. Marine Le Pen a été excellente aussi, hier. Oui, elle était beaucoup plus calme, elle était... c'est pas du tout, pardonnez-moi, ma candidate, loin de là, mais elle a été... Elle a été bonne, elle a été pondérée dans sa manière de parler, elle a élaboré des propositions. C'était plus la Marine Le Pen de 2017. Oui, voilà. Oui, c'est la Marine Le Pen résiliente. On en parlait. On en parlera tout à l'heure de toute façon avec notre rolling quotidien. Est-ce que c'est utile? Et la sous-question évidemment essentielle, c'est est-ce qu'il aurait fallu qu'il y ait les 4 autres candidats manquants, Alexandre? Écoutez, moi ça m'aurait pas gêné. Personnellement, j'ai été très choqué qu'il ne soit pas là. On avait le temps de le faire. Je pense que si les autres candidats avaient été eux aussi épris de démocratie et de véritables débats, même si c'est pas un face-à-face, ils auraient dû dire à TF1 on vient tous ou on vient pas. Je trouve que ça aurait été un message extrêmement fort, parce que je trouve lamentable, si vous voulez, qu'après les efforts considérables qui sont faits, en particulier par les petits candidats qui n'ont pas d'équipe ou très peu de moyens, qui parviennent malgré tout à réunir les 500 signatures, à se mobiliser, parfois dans des conditions extrêmes et avec des idées qui sont les leurs, qu'ils veulent défendre auprès quand même d'une population qui a quelque chose à dire et qui veut être entendue, qu'on leur prive sa droit de débat. Alors, certes, on va nous opposer que ce sont les nouvelles règles qui ont été mises en vigueur, parce qu'il y a de nouvelles règles avec le CSA, une fois plus, par l'ARCOM. Mais ça, ça veut dire que maintenant, c'est un algorithme qui décide de qui... Pardon, non, mais c'est vrai que les règles sont les règles. Mais ça veut dire que maintenant, c'est un algorithme qui détermine en fonction du nombre de tweets, de présence, de communication, de popularité, si vous avez le droit de passer à la télévision ou pas. C'est pas de popularité, etc. C'est quand même d'une forme de représentativité des élus à l'Assemblée nationale, des sondages, un mélange des choses. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'Emmanuel Macron a 35... C'est vrai, mais dans les sondages, quand même, très bien. Pardon, mais il n'y a pas de raison. Je veux dire, à un moment donné, on met tout le monde à égalité. On n'est pas dans un pays d'égalité. Donc, il y a à un moment donné une égalité devant l'élection présidentielle. Et surtout à 3 semaines. Et donc, je trouve que ça, c'est un vrai... L'égalité, c'est les 15 derniers jours. Non, là, c'est l'équité. Mais qui a décidé de ça? Est-ce que c'est vraiment démocratique? Je trouve que c'est un déni de démocratie et que les petits candidats doivent avoir
aujourd'hui, je comprends la salle qui dit, je sais pas ce qu'il a dit, il a dit une horreur en disant que c'était évidemment pas une campagne présidentielle, mais il a, d'une certaine façon, pour lui, il a raison. Donc ça, moi, ça me choque beaucoup, et je le redis, les candidats auraient dû dire, écoutez, c'est tous ou rien. À un moment donné, il y a un peu de solidarité démocratique, parce que la roue tourne, on peut vite se retrouver de l'autre côté à un moment donné. Voilà. Ensuite, je partage comme Geneviève le point de vue qui est que, en effet, Marine Le Pen... Tous ceux qui hurlaient, qui n'avaient pas leurs 500 signatures, c'était un déni de démocratie, on les a pas trop entendus pour qu'il y ait les 12 candidats hier soir à la télévision. Hein. Non, mais on est d'accord, mais après, les gens réfléchissent parfois tellement vite qu'ils oublient parfois l'essentiel. Non, mais là, François Bayrou, on l'a pas entendu pour demander à ce que tous les candidats soient on est sur un sujet de fond, pardon. On est sur un sujet de fond, je le redis, ils font des efforts considérables pour être là. Et là, on leur prive effectivement de ce moment de combat. Là. Après, en effet, je voudrais juste dire deux choses pour conclure. Oui, je partage effectivement le point de vue de Geneviève. Les deux qui se détachent très nettement hier, c'est Jean-Luc Mélenchon. On n'est pas surpris. En revanche, il y a une vraie surprise quand même sur la qualité, le fond, la solidité, la robustesse de Marine Le Pen qui a beaucoup progressé, je trouve, depuis 2017. Donc elle peut faire une adversaire sérieuse pour le président de la République au deuxième tour. Par contre, juste un coup de gueule quand même sur la bienveillance ou la malveillance de ton selon les candidats. Et à un moment donné, on aimerait bien quand même que les journalistes posent des questions un peu désagréables quand il s'agit de ceux qui leur plaisent aussi. Parce que réattaquer systématiquement Marine Le Pen sur ses relations... reprendre Marine Le Pen sur ses relations avec Poutine pendant 5 minutes. Honnêtement. Veut dire, non mais si, moi je trouve ça. C'est l'un des sujets. On est face à la guerre et c'est l'un des sujets. Non mais pardonnez-moi. Marine Le Pen, je voudrais juste terminer. Marine Le Pen, ça fait 3 semaines qu'en général, on lui prend un tiers de son temps de parole. Et là, en l'occurrence, comme elle en a moins que Emmanuel Macron, qui avait 35 minutes, les autres avaient 20, 15, 10 ou même un peu moins, en fonction de leur, entre guillemets, droit à parler. Eh bien, je trouve que ça suffit. Ça fait 3 semaines qu'on la reçoit et qu'on lui pose des questions pendant la moitié de son temps de parole ou un tiers pour dire, et votre photo avec Poutine, et votre photo avec Poutine. Bon, on a compris, elle s'est expliquée beaucoup. Je pense que c'est pas la peine. Non, mais parce qu'en fait, il y a quand même un sujet. Pardon, c'est insidieux. Mais non, il n'y a pas un sujet. Elle a répondu. Là-dessus, il y a un sujet. Vous n'allez pas enliser les candidats en permanence dans ce que... Vous n'allez pas les priver de parole. C'est ça que je veux dire. Vous le privez de venir sur le fond. Et on n'a pas emmerdé Macron sur plein de sujets. On n'a pas non plus questionné trop Éric Zemmour. On a évacué en disant qu'il avait précisé sa pensée. On n'a eu aucune question désagréable. Alors, en tout cas, sur la question que vous avez posée, moi je trouve qu'effectivement, on ne peut pas considérer qu'il y a des candidats de Ligue 1 et des candidats de Ligue 2. On a eu tout. On est libre d'organiser le débat qu'il veut. Sauf que ça conduit à une invisibilisation de candidats qui sont légitimes puisqu'ils ont eu les 500 parrainages. On a eu beaucoup de débats ici et ailleurs sur cette question-là. C'est complètement injuste et quelque part c'est antidémocratique que des candidats qui sont qualifiés ne puissent pas donner leur point de vue. Donc moi je trouve que tous les candidats auraient dû être là. Je trouve que sur le format, même s'il a intéressé, etc., personnellement, j'aurais préféré un débat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut maintenant, à 3 semaines de l'élection, qu'on puisse débattre sereinement de tout. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Moi, je considère que c'est légitime qu'on interroge Marine Le Pen sur cette proximité qu'elle a eue avec Vladimir Poutine, que ça aurait été aussi légitime, pour être très clair, qu'on questionne peut-être un peu plus aussi Éric Zemmour, parce que c'est vrai qu'il y a eu une différence de traitement entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Mais ces questions-là sont légitimes et ils doivent en répondre devant les Français, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une thématique importante et on peut quand même se demander légitimement si Marine Le Pen, si Éric Zemmour sont demain président de la République, quelles seront leurs positions quant au conflit ukrainien. Donc moi, je n'ai pas de problème sur les questions qui ont été posées par les journalistes. Geneviève, vous n'étiez pas d'accord avec Alexandre sur le sujet des personnalités, et on pourrait aussi évoquer la façon dont l'émission est construite. Alors tous les styles d'émissions sont organisés, on a l'impression que chacun essaye de trouer des formules. C'est un ring de boxe, mais pour jouer le débat, mais il n'y a pas de débat, donc c'était un ring de boxe. On a l'impression par moment, il faudrait que les deux candidats viennent sur le ring et parlent en face à face, mais ça n'a jamais eu lieu. Donc c'était une mise en scène très, très bizarre. Non, moi j'ai trouvé tout à fait normal et tout à fait légitime qu'on interroge et qu'on pousse Marine Le Pen au bout de ses retranchements sur cette question de relation avec Vladimir Poutine. Ce genre d'émission, vous croyez fortement? On va voir les rollings. On va parler de votre rolling. Ne m'en parlez pas. Aussi, il faut bien. On verra ça cet après-midi, en fait. Sur un tiers, et puis demain sur le deuxième tiers, et après-demain sur le troisième tiers. Ouais. Et donc dans 3 jours, on verra l'impact réel de ce type d'émission. Est-ce que vous pensez, compte tenu des audiences qui sont plutôt bonnes, des réflexions qui sont faites sur le fait que le débat, est-ce qu'à un moment donné, on va l'avoir, ce débat entre candidats du premier tour? Mais ça montre cette soif de débat. Ça
cette envie. Les Français ont mis beaucoup de temps à rentrer dans la campagne présidentielle pour une raison qu'on peut comprendre compte tenu de l'actualité. Mais là maintenant, moi j'ai le sentiment quand même que petit à petit, en tout cas, on parle des sujets, sur le là, terrain, on parle des sujets, on rentre, voilà, la retraite, on va parler des services publics, on va parler de la question du mix énergétique, etc. Donc, j'ai trouvé quand même que les problèmes énergétiques étaient survolés hier soir, hein, sur les conséquences. Il faudra d'autres débats du coup, mais effectivement, il faut qu'il y ait des débats. Et moi, je considère qu'il faut maintenant que, je m'oppose à ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, mais il faut que Emmanuel Macron accepte les débats. C'est pas normal que on se trouve dans une situation où en fait on a des successions de monologues, mais c'est compliqué de se faire un point de vue véritable lorsqu'on n'a pas la confrontation réelle. Et effectivement, quand vous dites tout à l'heure, c'est un ring, mais au final le boxeur boxait dans le vide, parce que du coup, effectivement, c'est pas aux journalistes de pallier cela. Donc moi, je souhaite que vraiment dans les 3 prochaines semaines, on ait un maximum de débats, que tout le monde y participe, tous les candidats, et que ce soit des débats, mais de véritables débats, parce qu'encore une fois, comment vous les imaginez faisons de la politique fiction. Comment vous les imaginez du face-à-face, 6 par 6, 12 en même temps? Comment on fait ce débat du premier tour à 12? Ça, c'est très difficile. À 12, c'est impossible. On l'a vu. D'ailleurs, c'est contre-productif. En général, un débat à 12, ça sert à rien. Mais en 2017, il y avait eu des débats avec des petits formats, 6 candidats contre 6 candidats, enfin 6 candidats, puis 6 autres candidats qui s'étaient succédés. Il y avait eu des débats. Et d'ailleurs, à l'époque, Emmanuel Macron n'avait pas eu de problème à y participer. Oui. Il n'était pas président sortant. Il n'était pas président. Bon, on ne peut pas se cacher à un moment donné derrière un statut pour empêcher une élection présidentielle et un débat de se tenir. Ça, c'est pas possible. Ce qui est quand même très important quand on organise des débats entre pairs, c'est-à-dire entre personnes de même rang et avec la même liberté de parole que sont les candidats les uns vis-à-vis des autres. Ce moment-là, il est crucial. Même si c'est un président en charge, c'est pas grave, il est au même titre que les autres à un moment donné, puisqu'il se représente et qu'il est remis, si je puis dire, à égalité avec les autres, en tout cas dans sa candidature. Eh bien, regardez hier soir la séquence avec Emmanuel Macron. Je reviens sur la différence de ton entre les uns et les autres. Vous voyez, il a essayé de se rétablir sur la question du nucléaire. Pardon, il a été vraiment, pendant une partie de son quinquennat, en incohérence par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Et il a été, quand il était aux affaires à Bercy, il a été l'un des personnages qui ont contribué à fragiliser la filière nucléaire. Les journalistes devraient le savoir. Il a entre autres fait en sorte que une des composantes essentielles de la construction de centrales en lien avec Alstom était vendue aux Américains. Et aujourd'hui, c'est pas une mince affaire parce que ça participe des problèmes de retard que l'on a dans la construction de l'EPR. Moi, j'aurais été journaliste, j'aurais été Gilles Boulot, par exemple. J'aurais dit, Monsieur le Président, quand vous étiez à Bercy, vous avez quand même effectivement laissé partir Alstom. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que vous manquez de constance sur ces questions-là? Voilà une question un peu dérangeante. Eh bien, ces questions-là, quand on a le chef de l'État ou des gens qui plaisent, je dirais, à certains médias, eh bien, on leur pousse pas les questions. Et à côté de ça, on va passer un tiers du temps sur Marine Le Pen pour la question avec la Russie, mais auquel elle a déjà répondu à peu près 30 fois depuis 3 semaines. Et je trouve que cette façon de mener des débats n'est pas intégrée. C'est pour ça que le face-à-face entre candidats permet à un moment donné de mettre des pavés dans la mare que les journalistes, pour des raisons de cours, n'osent pas mettre. Voilà qui est dit pour Alexandre Malafaye, et on sent votre coup de gueule aussi par rapport à ça, mais c'est une vraie question, ce qui revient d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur l'organisation et la façon dont les débats sont menés. On précise que tous les candidats présidentiels viennent dans la matinale de Sud Radio, et évidemment aucune question n'est tabou, et c'est important de le rappeler. Justement, notre rolling annonce que Jean-Luc Mélenchon passe devant Valérie Pécresse, c'est le 3e thème. Est-ce que aujourd'hui c'est l'homme du 2e tour, c'est lui l'homme de gauche du 2e tour? On va voir ça, et pour quelles raisons? On a compris que ses positions sur l'Ukraine pouvaient lui poser problème, mais visiblement ça ne l'atteint pas tant que ça. Est-ce qu'il y a des explications? Quel est votre regard là-dessus? Et là aussi vous réagissez 0826 300 300, et vous réagissez également sur les réseaux sociaux. À tout de suite pour la dernière ligne droite de ce débat ce matin. À tout de suite. Avec Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopien, Nicolas Janté, directeur des centristes et conseiller de Paris, et Baptiste Ménard, adjoint maire de Mont-Saint-Barreuil et membre du bureau national du Parti socialiste. Alors notre dernier thème aujourd'hui, pour la première fois, dans notre sondage quotidien IFOP fiducial pour Paris Match, LCI et donc Sud Radio, Jean-Luc Mélenchon rattrape Valérie Pécresse 11,5, donc il prend 1 point. Valérie Pécresse 11%, elle perd 1 point, pénalisée par le réflexe en faveur du président sortant, puisqu'Emmanuel Macron domine ce sondage à 31%. L'écologiste Yannick Jadot
Jadot est à 5% en baisse. Alors, le sondage, je l'ai en entier, je peux vous le donner. Donc, Marine Le Pen est à 17,5, Zemmour est à 12,5, et ensuite Anne Hidalgo à 2, Yannick Jadot à 6, il est égal. Et puis Fabien Roussel est à 4,5, il gagne 0,5. Voilà, donc on est dans la marge d'erreur. Mais est-ce que finalement, Mélenchon, l'hypothèse du second tour, Nicolas. Vous avez prononcé un mot. La marge d'erreur. C'est votre mot de sauvetage. Non, mais je plaisante. Non, mais la marge d'erreur, on le voit même sur le rendu de Frédéric Dabi. Il y a une marge d'erreur entre 1,5 et 3,5 points. Absolument. Donc c'est énorme. 1,5, 3,5 points. Et puis encore une fois, j'adore Frédéric Dabi. C'est un ami. Il n'arrive pas aujourd'hui à identifier le vote abstentionniste. Et excusez-moi, je reviens aux dernières élections régionales. Je reviens par exemple à la Normandie avec mon président Hervé Morin. Lors du deuxième tour, il y avait 1 point d'écart, soi-disant pour l'IFOP, entre Hervé Morin, donc parti la droite et du centre, et l'extrême droite. Finalement, il y a eu plus de 15 points d'écart au final. Donc, attention donc vous ne croyez pas au sondage. Et alors, ce qui me gêne aujourd'hui terriblement, et on en parlait hors antenne, c'est qu'effectivement, les sondages sont prescripteurs un peu, et que effectivement, quand on va voir 30% Macron, les gens vont se dire, finalement, tout est joué d'avance, et on va pas les voter. Voilà. Je vais taquiner Baptiste Ménard. Est-ce que finalement la gauche, c'est lui ? Non, on le sait bien. Il n'est pas la gauche à lui seul. Et d'ailleurs, j'espère que c'est pas lui. Non, mais il n'est pas la gauche à lui tout seul. En tout cas, pour ce qui me concerne, moi je crois en une gauche républicaine, une gauche laïque, une gauche qui soit écologiste, et une gauche, une gauche social-démocrate, oui. Alors, est-ce que la gauche social-démocrate, comme disait Monsieur Le Drian ce week-end, c'est pas Emmanuel Macron aujourd'hui ? Non, mais si vous voulez, moi je veux bien qu'on ressorte à chaque fois ceux qui ont trahi une fois, qui ont trahi 2 fois, qui ont trahi 3 fois, mais il faut arrêter de nous présenter des gens qui ont fait un choix politique. Moi je n'ai pas de problème. La politique, c'est une affaire de conviction. Si Jean-Yves Le Drian était convaincu que Emmanuel Macron était la solution, il y est allé, très bien pour lui, mais qu'il arrête de nous dire qu'il est de gauche, etc. Parce que la réalité, c'est que quand on a fait la politique qu'ils ont menée sur la réduction des APL, sur la loi asile-immigration, non, on n'est pas de gauche quand on fait cette politique-là. Donc nous, en tout cas, on se bat. Il reste 3 semaines, nous sommes sur le terrain pour convaincre, parce que ce que ne reflètent pas non plus les sondages, c'est l'énorme quantité de Français qui n'ont pas encore fait leur choix. Il y a encore vraiment beaucoup de gens que je croise sur le terrain qui me disent on ne sait pas. Alors là où il y a un problème, comme ça je suis transparent jusqu'au bout, c'est que effectivement les sondages, à force de donner des sondages très faibles pour une candidate comme celle que je soutiens, effectivement il y a des gens qui me disent nous Anne Hidalgo, on se reconnaît dans son message, on voudrait bien, mais non, là ça va être un vote inutile. Donc moi je dis que le vote utile, c'est le vote pour ses convictions. Le vote utile, c'est d'aller voter, de voter pour ce en quoi on croit, et nous verrons, parce qu'effectivement, les sondages sont les sondages. Je m'arrête pour ne pas... Non, parce que j'aimerais qu'on entende vraiment tout le monde. Geneviève, sur cette remontée, ce coude à coude Mélenchon-Pécresse, l'homme du deuxième tour, Mélenchon. Une campagne... Il réussit une bonne campagne. Pour l'instant, il n'est pas l'homme du deuxième tour. Pardon, pour l'instant, d'après ce sondage, il est en 4e position quand même. Oui. Donc voilà, restons sérieux. Regardons de plus près son programme économique, c'est quand même... je continue, Nicolas. Après, une campagne électorale et la politique en général, c'est des dynamiques. Et là, on a l'impression qu'il y a quand même une dynamique à gauche en faveur de Jean-Luc Mélenchon, qui incarne, malheureusement pour votre candidate, une forme de vote utile. Et effectivement, les sondages semblent donner ce sentiment que le vote utile à gauche aujourd'hui, ce serait Jean-Luc Mélenchon. En faisant abstraction de la réalité de son programme et de ce qu'il est, parce qu'effectivement, il y a un fond islamo-gauchiste, c'est pas la social-démocratie, un problème absolument, on est d'accord, mais néanmoins, cette dynamique semble instaurer cette image de vote utile. Et hier, dans l'émission, on a vu aussi que, finalement, Jean-Luc Mélenchon, face à Emmanuel Macron et quelque part Valérie Pécresse, qui sur le projet de société n'était pas si loin que ça l'un de l'autre, incarnait un contre-projet de société vraiment radicalement différent, avec la baisse de l'âge de la retraite, avec un certain nombre de points fondamentaux programmatiques. Il forgeait un projet de société très différent de celui
d'Emmanuel Macron, Valérie Pécresse. Alexandre. En tout cas, je voudrais rebondir sur ce que disait Baptiste. C'est vrai qu'il y a une dimension auto-réalisatrice dans les sondages. On finit par mettre une idée dans la tête que finalement, si c'est perdu, autant effectivement voter pour quelqu'un d'autre, quoi. Donc quelque part, on change ses convictions. Enfin, on va négliger ses convictions pour faire un vote qui aura peut-être une chance de servir à quelque chose. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Maintenant, je ne sais pas comment on sort de ça, c'est compliqué. En revanche, ce qui est sûr, c'est que malgré tout, il y a des tendances. C'est-à-dire qu'on a bien vu depuis maintenant 6 mois un certain nombre de tendances se construire. On a vu la rupture pour Emmanuel Macron avec la guerre en Ukraine. On voit bien quand même que pour Valérie Pécresse, c'est plutôt une forme de descente. Alors on peut l'expliquer. Moi, en observateur. Pourtant, elle avait réussi son débat face à Zemmour. Absolument. Mais je trouve qu'en observateur, en fait, la droite, mais ça dépasse Valérie Pécresse parce qu'elle porte les messages. Mais enfin, normalement, elle porte des messages qui sont ceux de sa famille politique. La droite a raté beaucoup de portes, comme dans un slalom. Si vous voulez, depuis un an, je crois qu'elle n'a pas réussi à s'illustrer pour défendre vraiment des positions claires. Et on se demande finalement quelle est, comme diraient beaucoup de gens, qu'est-ce qui les différencie véritablement de la droite, de la droite d'Emmanuel Macron. Donc là-dessus, c'est compliqué. Et après, pour ce qui est de Mélenchon, très sincèrement, on le voit à chaque fois, c'est un tribun remarquable. Donc dès qu'on lui donne la parole et qu'il a l'occasion d'occuper le devant de la scène, comme c'est le cas à l'occasion des élections présidentielles, c'est un garçon qui a une culture, une érudition, une aisance, alors une puissance d'élocution, et il dit des choses justes. Quand il ne s'énerve pas, il dit des choses qui sont extrêmement justes et qui touchent les gens, parce qu'évidemment, il parle la vraie vie, des vrais gens, il parle des gens d'ailleurs, c'est intéressant dans son vocabulaire, et ça fonctionne plutôt très bien. Et je le reviens, Marine Le Pen a aussi beaucoup progressé. Moi, je me souviens en 2017, tout le monde l'avait enterrée vivante au lendemain de son débat et du deuxième tour, et j'avais dit, j'étais un des rares, vous verrez, elle jouera un rôle en 2022, parce que ce qu'elle dit, elle le ressortira. Et aujourd'hui, alors elle a un peu modifié son programme, mais il n'empêche qu'elle est là et elle sera solide. Oui, Nicolas. Oui, enfin, elle progresse en ne disant rien et en se normalisant. Donc c'est un peu le double paradoxe de Marine Le Pen. Moins elle en dit, plus elle progresse. Attention. Ce qui compte, c'est de gagner. Oui, enfin bon. Il faudrait malgré tout, juste d'un mot, Nicolas, vous êtes dans la campagne de Valérie Pécresse, mais il y a une inquiétude quand même généralisée chez tout le monde, c'est le taux d'abstention programmé, qui est quand même un vrai souci démocratique, non ? Oui, taux d'abstention, et puis surtout, on a encore beaucoup de gens qui ne savent pas pour qui voter. Moi, je suis encore optimiste, je pense que les sondages se trompent. Moi, je n'ai jamais vu un programme aussi complet, aussi détaillé, aussi travaillé de Valérie Pécresse. Je n'ai jamais vu une femme aussi courageuse, concentrée, comme Hidalgo d'ailleurs. Je les trouve très courageuses toutes les deux. C'est terrible de dire ça en général. Oui, mais moi, je la côtoie tous les jours. Quand Hidalgo a beaucoup de courage. Et elle tient bon. Et ce sont des femmes courageuses dans cette campagne. Une rupture est possible. Et je crois à un changement. On a encore 3 semaines de campagne. Exactement. Et j'y crois encore. Vive la politique. Ça sera le mot de la fin. Et à Nicolas Jeantet, Geneviève Götzinger, Alexandre Malafa et Baptiste Ménard. Merci à tous les 4. Moi, je voudrais remercier spécialement Benoît, Juliette et Joseph, les 3 mousquetaires. Et on se retrouve dans un instant depuis Marseille avec André Berkoff et avec Valérie Expert qui sera là demain. Et moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Les infos de midi dans un instant. Oui, à bientôt.